Voilà, normalement, ça enregistre. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, parce qu'il y a plein de nouveaux qui arrivent tout le temps, les conférences que je vous fais, elles sont destinées à un usage interne strict, puisque je n'ai pas la propriété sur toutes les photos qui sont dedans, même si la majorité, c'est les miennes. Donc, je vous demande de ne pas diffuser les conférences. Et puis, accessoirement, pour des histoires de propriété intellectuelle, parce que c'est quand même mon travail. Voilà, j'ai fait ma reloue. Maintenant, je vais pouvoir partager l'écran. Démarrer le partage. Est-ce que quelqu'un pourra mettre son micro juste pour me confirmer que vous voyez... Alors, attendez, il faut pas Ouais, que je mette... c'est bon. Là, on voit le chat nu. Attends, qu'est-ce que j'ai branlé? Ça vient, ça vient. J'ai fait planter mon truc. Ah non, mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Dupliquer. Alors, tac. Là, c'est bon, vous voyez mon écran? Ouais, on voit. Parfait, alors c'est parti. Ça marche pas. Ça va tout partir d'un coup. Ah, ça y est. Donc, on va parler aujourd'hui des méthodes de mesure de la glycémie et ensuite que faire avec votre valeur une fois que vous l'avez si elle est anormale. C'est quand même très axé pour la pratique du domicile et pour l'utilisation de vos petits glucomètres à la maison. Mais évidemment, ensuite, toute la partie gestion des hypo et hyperglycémies, c'est valable également pour la clinique. Les désordres de la glycémie, c'est des choses qu'on rencontre très fréquemment en urgence. Le diagnostic précis, c'est pas forcément évident, notamment à domicile, parce qu'on n'a pas accès à beaucoup d'examens complémentaires. Néanmoins, il faut prendre en charge ces cas-là, parce que le pronostic vital peut être engagé. Donc, c'est quand même un petit challenge pour l'urgentiste et il faut bien savoir repérer ces cas. Si on refait un petit point sur l'homéostasie du glucose, donc c'est tous les procédés qui vont être impliqués dans la production, le stockage et le relargage du glucose. Et les sources de glucose qu'on va avoir, c'est évidemment tout ce qu'on va manger, qui va être digéré et absorbé. Il y a aussi tout ce qui est néoglucogénèse, où là, ça va être à partir des acides aminés, des autres précurseurs non glucidiques, et la glycogénolyse, à partir du glycogène qui est stocké. Alors, il y en a un petit peu partout, mais il y en a quand même essentiellement dans le foie et les muscles. Les valeurs usuelles de la glycémie, donc nous on utilise surtout quand même du gramme par litre ou le milligramme par décilitre, c'est ça qu'on a souvent sur les petits glucomètres. Donc en grammes par litre, c'est à peu près entre 0,5 et 1,2, 1,3. Voilà pour rappel les valeurs usuelles. Et si vous avez besoin de faire des conversions, eh ben, il faut pas hésiter à faire des petits produits en croix. Le glucose, il est indispensable à beaucoup de procédés métaboliques puisqu'il permet la production d'ATP, vous savez, qui est la source d'énergie directement métabolisable pour la cellule. Et pour certaines cellules, comme notamment les hématies et les neurones, c'est quasiment la seule source d'énergie. C'est des cellules qui n'arrivent pas trop à utiliser autre chose, donc c'est vraiment indispensable. Et c'est pour ça notamment que les troubles de la glycémie vont engendrer des symptômes neurologiques assez importants. Donc l'objectif de l'homéostasie du glucose, c'est de réussir à maintenir une quantité de glucose circulant qui est adaptée aux besoins à un instant T de l'organisme. Si on a un déficit en glucose, donc on ne peut plus faire de glycolyse, on n'a pas d'ATP pour les cellules, et donc on a dit que c'était un problème majeur pour les cellules qui sont très glucose dépendantes, notamment les neurones. Et lorsqu'on a un excès de glucose, le rein dépasse sa capacité de réabsorption. On se retrouve donc avec une glucosurie qui va faire un appel d'eau au niveau urinaire et qui va provoquer une diurèse osmotique et qui engendre également un risque d'infection du tractus urinaire. La clinique, que ce soit en hypo ou en hyper, peut être très frustre, voire très grave. Ça dépend énormément du cas et ça dépend beaucoup de la rapidité d'installation. Si on regarde un petit peu ce petit schéma, donc on a le glucose circulant qui est ici. Donc normalement, on essaye d'avoir une glycémie qui est normale. Si jamais cette glycémie, elle monte, il va y avoir une synthèse d'insuline au niveau des cellules bêta de l'organisme qui va permettre, en se fixant au niveau des récepteurs membranaires sur les cellules, de faire entrer le glucose dans les cellules. Ça va également favoriser la synthèse d'acides gras, de glycogène et produire de l'énergie métabolisable. Tout ça va permettre de diminuer la concentration de glucose circulant et de revenir à une euglycémie. Si au contraire la glycémie elle baisse, on va y avoir synthèse de glucagon dans les cellules alpha du pancréas et une baisse de la synthèse d'insuline, ce qui va nous amener à une augmentation de la mobilisation des acides aminés
et une augmentation de la lipolyse, également une glycogénolyse au niveau du foie et des muscles. Et puis, on va avoir également une néoglucogénèse et tout ça va nous amener à remonter la concentration en glucose circulant et à arriver à une euglycémie. Excusez-nous pour les bruits parasites, c'est Alex qui arrive avec des montagnes de papillotes. Coucou tout le monde. Alors, on va s'intéresser maintenant à la mesure de la glycémie. Donc, c'est un acte qui... Oui, fais-toi un café, Alex. S'il y a des nouveaux bruits parasites, c'est Alex qui se fait un café. C'est un acte qui est souvent nécessaire en urgence et on a besoin, nous, urgentistes, que la technique elle soit rapide, elle soit facile à utiliser. Donc, on peut utiliser les techniques de spectrophotométrie, c'est ce qu'on va voir sur les analyseurs de biochimie, mais on a aussi tous les petits glucomètres portatifs qui sont bien pratiques, mais des fois qui ne sont pas si faciles à utiliser finalement. Les prérequis quand on va faire une mesure de glycémie, notamment quand on utilise les petits glucomètres, il faut impérativement que ces glucomètres soient vétérinaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, le glucose, il se trouve à la fois au niveau plasmatique, mais également au niveau intra-érythrocytaire. Et cette proportion varie d'une espèce à l'autre. Donc la machine, elle va faire une correction automatique en fonction de ce ratio et donc en fonction de l'espèce. Donc si vous utilisez un glucomètre pour humain, qui n'est pas prévu pour le chien ou le chat, le ratio ne sera pas bon et donc la correction va être fausse, donc les valeurs vont être fausses. Donc c'est important de bien utiliser un glucomètre vétérinaire et surtout de bien le régler pour la bonne espèce. Quand vous faites une analyse, finalement, c'est important. Également, si jamais l'hématocrite est faussé, vous pouvez avoir un écart sur votre mesure de glycémie. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, il y a un ratio qui est appliqué. Et donc, si jamais vous avez un hématocrite très bas, vous pouvez avoir une glycémie augmentée. Et au contraire, si vous avez un hématocrite très haut, vous pouvez avoir une glycémie diminuée. Donc après, ça, c'est pas toujours facile à évaluer. Mais si d'emblée, vous voyez que vous avez un chat qui est super sec, bah, attendez-vous à avoir une modification. Au contraire, un animal qui est tout palichon, qu'on suspecte être anémié, et bah, pareil, vous pouvez avoir un écart qui va jusqu'à 0,5 g par litre, ce qui est quand même déjà pas mal. Un autre truc très important, c'est qu'il faut mesurer la glycémie immédiatement après le prélèvement, puisque le glucose, si on prélève un tube et qu'on le laisse, le glucose qui est là va être consommé par les hématies et les leucocytes qui sont présents dans le tube, et donc on va avoir une hypoglycémie artefactuelle. Le choix du site de ponction est également très important. Souvent, à domicile, on va juste prendre une petite goutte de sang capillaire. Donc, on le fait à la face interne de l'oreille, au niveau du coussinet ou à la lèvre inférieure. C'est les sites qui sont décrits le plus fréquemment. Il y a des études qui montrent qu'on a beaucoup plus d'écart de valeur si on prélève au niveau du coussinet ou de la lèvre inférieure. Donc, il faut mieux essayer de privilégier la face interne de l'oreille, voire après carrément si vous avez posé un cathé ou quoi, prendre du sang veineux, ce sera plus fiable que le sang capillaire. Mais en tout cas, c'est important aussi. Pour l'utilisation du glucomètre, normalement, quasiment tous, vous avez maintenant le BELUA. Donc, ce qui est très important, on a dit, c'est de bien mettre la bonne espèce. Donc, pour ça, c'est les petits puces de codage qui sont ici. Donc, ne mesurez pas une glycémie de chat en ayant mis la puce de codage chien, parce que vous allez avoir des valeurs fausses. Donc, ça, c'est important. Et normalement, la puce, elle correspond au lot de bandelettes que vous avez. Si ce n'est pas le cas, c'est pareil, ça ne va pas marcher ou vous donner des valeurs qui peuvent être erronées. Donc, le premier truc à faire, c'est de bien coder votre glucomètre et de vérifier que le code sur la puce correspond au code sur votre boîte de bandelettes. C'est important, il faut le faire à chaque fois. Après, vous allez donc insérer votre bandelette, ça va vous réafficher le code directement sur l'écran normalement. Et puis, lorsqu'il vous dit qu'il faut mettre la petite goutte, c'est le moment de faire le prélèvement. Donc là, choisissez votre site de prélèvement en fonction de ce que vous êtes capable de faire et de comment est votre animal, etc. Et ensuite, vous faites monter votre petite goutte par capillarité. C'est très important la taille de la goutte. Si la goutte est trop petite, des fois, il va quand même faire la mesure, mais il va vous donner un truc qui est complètement faux. Donc, il faut vraiment avoir une belle goutte qui remplit d'un coup tout le truc de la bandelette. Ensuite, on lit la valeur et on jette la bandelette. Donc, sur le principe, c'est pas très compliqué, mais il faut juste respecter 2-3 règles au préalable. Quand on a des codes erreurs, ce qui arrive malheureusement assez souvent, eh ben, il faut juste se reporter à la petite notice les trucs qu'on a quand même beaucoup. Après, Alizé, toi qui les utilises, moi je trouve pour ceux qu'on a à la clinique, c'est l'échantillon de sang insuffisant. Ça, typiquement, des fois, on a du mal à avoir une belle goutte, notamment à l'oreille et tout. Et les problèmes de température également. Donc, voilà.
Donc, dans ces cas-là, il faut réchauffer son petit glucomètre, réchauffer sa petite bandelette pour recommencer. Si on a une valeur aberrante, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, ça peut être pas mal quand même de refaire la mesure sur un chat sur lequel vous vous attendiez à avoir une hypoglycémie de fou et que vous le trouvez à 6 grammes, c'est plutôt l'inverse. Je pense qu'il va plutôt vous sortir des hypos aberrantes. Mais dans ce cas-là, peut-être réessayer de faire une valeur si vous avez la possibilité. Refaites un cycle de ponction, reprenez une belle goutte et puis refaites votre valeur. Parce que c'est vrai que malheureusement, il y a une fiabilité qui des fois est un petit peu douteuse sur ces appareils-là, c'est le problème. Mais si on respecte bien les règles d'utilisation, normalement, on arrive quand même à avoir des choses qui sont tout à fait interprétables. Donc là, il vous le donne typiquement 108 mg par décilitre, ça fait 1,08 g de glucose pour la conversion. Si jamais, alors ça c'est pas pour l'urgence, mais si jamais on a des valeurs de glycémie qui sont vraiment étranges, notamment si on suspecte un diabète ou lorsqu'on intervient sur un animal qui est diabétique, qui est déjà traité et où on a des choses un petit peu bizarres, on peut parler des fructosamines. C'est pas nous qui allons les faire en urgence, mais ça reflète la glycémie sur du plus long terme. Donc à peu près 2 semaines chez le chien et 3 semaines chez le chat. Donc ça peut être intéressant. Alors maintenant qu'on a fait notre mesure de glycémie, il va falloir l'interpréter et on va donc attaquer avec les hypoglycémies. L'hypoglycémie, normalement, c'est donc pour une glycémie qui est en dessous des valeurs usuelles, c'est-à-dire 0,5 g par litre chez le chien, ça peut être 0,6 chez le chat. Et comme on sait que le système nerveux central est entièrement dépendant du glucose, ça va avoir quand même des conséquences qui sont importantes. Et le glucose est particulièrement consommé au niveau cérébral, ce qui fait que la glycémie au niveau du cerveau peut être jusqu'à 30% inférieure par rapport à la glycémie circulante. Ce qui est une grosse différence, ça fait que on peut déjà avoir des déplétions en glucose qui sont très importantes au niveau du cerveau, même à des hypoglycémies qui ne sont pas forcément si sévères que ça. Il faut savoir que si l'hypoglycémie elle persiste dans le temps, on peut avoir des dommages neuronaux qui sont irréversibles. Donc c'est vraiment important de les diagnostiquer et de les prendre en charge rapidement à domicile. Quand est-ce qu'on s'inquiète lorsqu'on détecte une hypoglycémie? Parce que ça peut être une découverte relativement fortuite sur un animal qui nous apparaît sain. Si jamais on a des signes cliniques qui sont compatibles, si ça fait plusieurs fois qu'on documente une hypoglycémie sur cet animal, et si on a une hypoglycémie vraiment sévère, dans ces cas-là, il faut quand même s'en inquiéter et prendre en charge l'animal. La symptomatologie de l'hypoglycémie, donc elle est très variable. Elle va dépendre essentiellement de la sévérité de l'hypoglycémie, évidemment, mais aussi beaucoup de la rapidité d'installation et de la durée de l'hypoglycémie. C'est pour ça qu'on peut avoir des symptômes graves avec une hypoglycémie qui est relativement discrète. Si la chute de glycémie a été très rapide, ce qui peut être le cas par exemple sur un surdosage d'insuline, où là l'animal va être extrêmement clinique, même à des valeurs qui ne sont pas très très basses. Au contraire, si on a par exemple un animal qui présente des hypoglycémies répétées ou chroniques, admettons qu'il est un insulinome, il va pouvoir supporter des valeurs de glycémie très basses sans avoir forcément beaucoup de symptômes. Il y a des mécanismes qui permettent d'augmenter l'absorption du glucose au niveau du cerveau qui peuvent se mettre en place et qui permettent à l'animal, entre guillemets, de s'habituer et de compenser un petit peu ces hypoglycémies. Donc la clinique est quand même vraiment très variable. Ce qu'on va retrouver fréquemment, ça va être des troubles du comportement, une prostration, une hypovigilance, avec une baisse de réponse aux stimuli. Ça peut aller jusqu'au décubitus quand même. On a souvent une altération de la vision, voire une cécité. Cette cécité, elle peut devenir permanente si l'hypoglycémie persiste trop longtemps. Et puis dans les cas très graves, ça va jusqu'à l'ataxie aux crises convulsives, évidemment, pourquoi pas à la mort, lorsque les gens ne nous ont pas appelés à temps. Dans les autres trucs qu'on peut retrouver, on peut avoir de l'anxiété, de l'agitation, des tremblements, des trémulations, de la tachycardie, tachypnée, des troubles digestifs, c'est pas du tout systématique, vomissement, anorexie, et diarrhée ou miction. Le diagnostic différentiel des hypoglycémies, on va retrouver 3 grands groupes de causes d'hypoglycémie. On va avoir tout ce qui est excès d'insuline ou analogue de l'insuline, on va avoir tout ce qui est production inadéquate de glucose, et enfin les excès de la consommation cellulaire en glucose. On va attaquer d'abord avec les excès d'insuline ou analogue de l'insuline. Donc en premier lieu, il y a tout ce qui est surdosage d'insuline exogène.
Donc là, les facteurs de risque, ça concerne plutôt le chat, plutôt l'animal obèse et les chats qui reçoivent des grosses doses d'insuline. Donc ça se retrouve chez un animal diabétique. A priori, il n'y a pas de raison que sinon quelqu'un fasse de l'insuline à un animal, mais donc c'est chez l'animal diabétique, soit parce que la dose n'est pas bonne, tout simplement. Donc ça peut être les gens qui se sont trompés ou c'est surtout ça quand même. Soit la dose qui est normalement bonne, mais l'animal actuellement est anorexique ou a présenté des troubles digestifs importants, ce qui fait que pour cette fois-là, la dose était trop importante. Et ça peut arriver aussi sur des animaux qui sont traités et qui sont en cours de rémission où du coup la dose devient trop importante. L'insulinome, c'est une tumeur maligne des cellules bêta-pancréatiques qui sont insuline sécrétantes. Ça se retrouve plutôt chez le chien adulte à âgé, c'est possible chez le chat, mais c'est rare. C'est quand même pas le diagnostic le plus fréquent. Je sais pas, moi j'en ai jamais vu personnellement, Alice à côté de moi non plus. Donc bon, pourquoi pas, mais c'est pas le truc sur lequel on va se jeter. Après, on va avoir tout ce qui est hypoglycémie paranéoplasique. Donc, en fait, les tumeurs vont sécréter de l'insuline ou des peptides insuline-like qui vont agir en fait comme de l'insuline. Il y a également une consommation du glucose par les cellules tumorales qui sont des cellules à croissance rapide et qui peuvent être très importantes en volume. Et elles vont également provoquer des anomalies de la néoglucogénèse et de la glycogénolyse. Donc, tout ça va faire qu'on va pouvoir avoir une hypoglycémie. Les tumeurs qui sont impliquées dans ces mécanismes-là, elles sont très nombreuses. On va avoir des tumeurs qui vont toucher le foie, les hépatomes, les carcinomes hépatocellulaires. Et après, on a tout un tas d'autres trucs, les yomyomes, les yomyosarcomes, les carcinomes et adénocarcinomes de partout, notamment mammaires par exemple, les lymphomes, les plasmocytomes, les mélanomes cutanés et au niveau de la bouche, et les hémangiosarcomes par exemple, mais il y en a beaucoup. Et après, on a tout ce qui est toxique et médicaments. Donc, dans les toxiques, il faut penser au xylitol. Donc, c'est pas très répandu en France, ça l'est beaucoup plus en Amérique du Nord, puisque c'est un espèce de sucre artificiel qui mettent eux partout dans les gâteaux, les bonbons, les chewing-gums, même dans les pâtisseries, les choses comme ça. Nous, on en retrouve globalement très peu en France, c'est essentiellement dans les chewing-gums. Mais en tout cas, une intoxication au xylitol va faire des hypoglycémies qui peuvent être assez sévères et également des insuffisances hépatiques aiguës. Le laurier rose également. J'entends quelqu'un qui parle. Ah, j'entends un enfant qui parle. Je ne sais pas qui est à côté de son enfant. Mais désolée, c'est ma petite qui est malade. Ah. Je n'avais pas vu que j'avais remis le micro. Je voulais te poser une question en fait, puis j'attendais un moment. Et du coup, Élodie, donc. Vas-y, pose ta question. Une fois, j'ai eu une tumeur du pancréas, c'est ça, c'est un insulinome en fait. J'avais un chien que j'arrivais pas à corriger en glycémie justement et qui avait ça en fait, et je savais plus quoi faire. Alors, donc je répète juste les questions parce que ceux qui sont dans la salle, comme j'ai mon casque, n'entendent pas la question. Élodie nous parle d'un cas qu'elle a eu où c'était un chien qui avait une tumeur du pancréas, elle n'arrivait pas à corriger la glycémie, elle ne savait plus quoi faire. Alors, je ne saurais pas te dire si c'était un insulinome ou pas, ça pourrait. Ensuite, il y a d'autres tumeurs pancréatiques qui peuvent agir soit en faisant des hypoglycémies paranéoplasiques, si tu as des carcinomes pancréatiques par exemple, mais après qui peuvent aussi secondairement on va dire, dégrader le reste de ton pancréas et dégrader du coup tes cellules bêta et provoquer des hypoglycémies à cause de ça. Donc, mais là, c'est sûr que de toute façon, tu es dans des situations un petit peu pas désespérées, mais enfin pas loin quand même. Parce que si tu n'arrives pas à contrôler la glycémie... C'était un peu ça, en effet. Je ne sais plus comment ça s'est fini, c'était il y a quelques années, mais ça me faisait penser à ton insulinome. Après, l'insulinome, c'est chez le furet, il y en a beaucoup, mais... Ouais. Non, mais là, de toute façon, c'est des situations un peu désespérées. Il faut l'envoyer en soins intensifs pour qu'il ait des perfs continus de glucose. Il faut qu'il ait de l'imagerie, peut-être de la chair, des machins. Mais enfin, à partir du moment où tu commences à avoir une tumeur du pancréas, globalement, tu es proche du sac incinéris. Hein. Donc, voilà. Ah, pardon, SAD. Oh là là, oh là là. Ensuite, il y a des médicaments qui peuvent provoquer des hypoglycémies. Notamment, il y a tout ce qui va être hypoglycémie humain qui sont utilisés pour les patients diabétiques. Bon, moi, j'ai jamais eu de cas comme ça, mais en tout cas, ça peut arriver. Et il y a tout ce qui est bêta-bloquant aussi, donc notamment athénolol et propanolol. Donc, si le chien s'est fait l'armoire à pharmacie, il faut essayer de bien trouver ce que c'est si jamais on a des hypoglycémies. Donc, ça, c'était pour tout ce qui était excès d'insuline ou analogue de l'insuline. Ensuite, on va avoir tout ce qui va être production inadéquate de glucose. Donc ça va concerner essentiellement, dans un premier temps, les jeunes, voire les patients pédiatriques, et tout ce qui est race toy et race miniature.
Donc là, pourquoi ces patients-là ils sont touchés? Ils ont des réserves en glycogène qui sont très faibles et ils ont, pour ce qui est des jeunes, un système enzymatique hépatique qui est immature et qui ne leur permet pas de stocker et déstocker le glycogène normalement. Les facteurs de risque chez l'animal pédiatrique, c'est s'il y a eu une prématurité, une dystocie, si le chiot ou le chaton est petit par rapport au reste de la portée et si la mère a fait un diabète. Ça, c'est des facteurs de risque pour déclencher des hypoglycémies. Et puis, on en a aussi, donc, c'est possible chez l'adulte, notamment lorsque la race est miniature ou toy. Normalement, sur un gabarit classique, peu importe le contexte, il est capable de réguler sa glycémie, donc il n'y a pas trop de raisons que ça arrive. Mais par contre, chez le tout petit chien, ça peut arriver. Lorsqu'on a une atteinte hépatique, on peut aussi avoir une production inadéquate de glucose. Donc ça arrive lors des insuffisances hépatiques. Donc par exemple, un chien portosystémique, une maladie de stockage, les hépatites aiguës, qu'elles soient inflammatoires, infectieuses, toxiques, cirrhose, néoplasie, etc., etc. Et là, c'est à partir donc du moment où on a 70% de perte de la fonction hépatique. Pareil, on n'arrive plus à stocker et déstocker le glucose correctement et on peut se retrouver avec des hypoglycémies chez les animaux adultes. Et en dernier, il y a l'hypocorticisme. Normalement, le cortisol, il induit des mécanismes de contre-régulation qui là sont perdus. Il permet notamment de maintenir la glycémie par augmentation de la lipolyse et de la néoglucogénèse, une baisse de l'utilisation périphérique. Donc ça, c'est vraiment on va dire, des mécanismes compensatoires qui se mettent en place tout le temps naturellement. Et lorsqu'on n'a pas de cortisol, on n'est pas capable de faire ça. Bon, a priori, il risque d'avoir aussi d'autres symptômes de son hypocorticisme s'il en arrive là. Mais en tout cas, ça fait partie des hypothèses. Et puis, il y a aussi d'autres dysendocrinies, je n'ai pas forcément développé parce qu'on commence à rentrer dans des trucs un peu rares. Mais lorsqu'on a un déficit en glucagon, en GH, donc en hormones de croissance, en hormones thyroïdiennes, en catécholamines, etc., on peut aussi faire des hypoglycémies. Mais là, on rentre vraiment sur des choses qui sont assez anecdotiques. Et en dernier lieu, on va avoir tout ce qui est excès de la consommation cellulaire en glucose. Et donc, on va commencer avec le sepsis. Donc, pourquoi est-ce qu'on a un excès de consommation et une diminution de la glycémie? Parce que déjà, on a une baisse des apports. Souvent, un animal en sepsis, il n'est pas au sommet de sa forme, donc il ne va pas tellement manger. On va avoir une baisse de la fonction hépatique, notamment lorsqu'on va passer sur des défaillances multiorganiques. Et on a aussi une augmentation de la consommation du glucose qui est liée à la fois à la présence de facteurs pro-inflammatoires et aussi une consommation directement par les agents infectieux. Ça a été décrit sur des bactéries, ça a été aussi décrit sur des parasites comme par exemple la pyroplasmose. Donc bon, je pense qu'il faut être bien infesté, mais voilà, c'est possible. Ensuite, on va avoir tout ce qui est exercice extrême. Donc ça, on va le retrouver notamment chez le chien de chasse ou chez le chien de travail qui est capable de courir jusqu'à crever. Donc ça, pourquoi pas. Et on a mis là-dedans aussi tout ce qui va être, bon, c'est pas vraiment un exercice, hein, mais quand même, c'est une activité musculaire excessive lorsqu'on a des convulsions toniques ou tonico-cloniques. Et bien, si ça dure un petit peu, ça arrive souvent qu'on ait une hypoglycémie à la fin. Alors là, des fois, on ne sait plus trop quand on arrive dans ce cas-là, est-ce que l'hypoglycémie, c'est le point de départ des symptômes ou est-ce que c'est la conséquence? On peut également avoir des hypoglycémies lors de polycythémie ou de leucocytose, tout simplement parce que les cellules sanguines, elles consomment le glucose dans le torrent circulatoire. Donc, lorsqu'on en a trop de cellules, eh bien, on n'a plus de glucose. Et donc, c'est aussi ce qui va se passer dans une moindre mesure lorsqu'on laisse un tube, on a dit, et qu'on n'analyse pas tout de suite la glycémie, ça va être consommé par ces petites cellules. Et puis, lors de gestation, on peut aussi avoir des hypoglycémies parce qu'on a des insulinorésistances qui sont progestérone induites et après, on a aussi une perte des mécanismes de contrôle. Donc, ça peut arriver également. Voilà un petit peu pour le diagnostic différentiel. Je vous ai remis ici un tableau récapitulatif pour les anglophones. Alors, comment est-ce qu'on va traiter notre hypoglycémie? L'objectif du traitement, c'est surtout de résoudre les signes cliniques d'hypoglycémie. Ce n'est pas forcément immédiatement, dans un premier temps, de revenir tout de suite à une glycémie normale. Mais il faut quand même résoudre ces symptômes. On sait que si on a une hypoglycémie qui est sévère et prolongée, on peut avoir des dommages neuronaux irréversibles. Quoi? Ce serait très moche, mais on est là pour ça.
Donc, si l'animal, on lui détecte une hypoglycémie, mais que finalement, il n'a pas vraiment de symptômes, qu'il est plutôt bien et tout, on peut simplement lui proposer des petits repas de manière répétée. Ça, c'est tout à fait possible. C'est quand même pas la majorité des cas qu'on a. La plupart, ils sont pas foufous. Et donc, il va falloir qu'on agisse. Si, dans un premier temps, on n'a pas de cathéter ou on n'arrive pas à mettre un cathéter parce que l'animal est trop moribond, eh ben, on peut commencer par lui tartiner sur les gencives du miel, du G30 directement. Bon, alors, faut pas le noyer, il ne faut pas qu'il fasse une fausse route non plus. Donc, c'est pour ça que le miel, c'est pratique parce que c'est pâteux. Ou du sirop de sucre, là, quand ils ont du canadou pour les fans de cocktail, vous pouvez leur tartiner ça dans la bouche. Le mieux, c'est évidemment quand même de mettre un cathéter. Donc, ASAP, on met un cathéter à ce petit animal et on va lui faire un bolus de glucose en utilisant du G30 et pas du G5. Je vous ai encore remis une tartine là-dessus dans cette conf pour que plus jamais personne utilise de G5. On n'en a plus. Et on va faire des bolus généralement entre 0,5 et 1 g kilo. Donc ça, c'est à vous de juger en fonction de la sévérité de votre hypoglycémie et de ce que vous estimez la rapidité d'installation, etc. Ben, si vous allez taper plus ou moins fort en glucose. Attention, le G30, c'est très, très hypertonique. Donc, il y a un risque de phlébite qui est hyper important lorsque vous faites un bolus en IV. Donc, il faut le diluer de moitié avec du NaCl 0,9 et on fait toujours des IV lentes sur environ une quinzaine de minutes. Ensuite, si notre animal il présente une hypoglycémie qui persiste dans le temps, on peut lui mettre une perfusion qui est complémentée en glucose à 5%, ce qui n'est toujours pas équivalent à une poche de G5, n'est-ce pas? Exemple de calcul, nous avons ici un petit berger australien de 2 ans et de 20 kg qui présente un status épilepticus qui évolue depuis 3 heures avec des crises convulsives tonico-cloniques quasi continues. Donc il est très très frais au moment où on arrive et il a une glycémie à 0,4 g par litre. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ce petit animal? Évidemment, on va prendre en charge son status, mais ce n'est pas l'objet de cette conférence. Et on décide de lui faire un bolus de glucose. Et on décide de taper un petit peu fort, parce que là, il est quand même vraiment dans les choux. On va lui faire 1 g par kilo. Comment on fait pour faire notre petit calcul, savoir combien de G30 on va lui mettre? Donc, 1 g par kilo, ça veut dire 20 kg fois 1 g. Donc, on veut lui perfuser 20 g de glucose. Ensuite, notre G30, ça veut dire quoi? Glucose 30%, ça veut dire 30 grammes dans 100 grammes. C'est ça les pourcentages. Donc, ça fait 0,3 g par ml. Mais ça, c'est noté sur les petits flacons, notamment, normalement, donc c'est assez facile. Et après, on fait un bête produit en croix. Si j'ai 30 grammes dans 100 ml, moi, je veux 20 grammes, combien il me faut? Donc, ça fait 20 fois 100 divisé par 30. Et donc, pour ce chien, il faut lui faire un bolus de 66,7 ml de G30. Attention, on se rappelle que ce bolus, il doit toujours être dilué au 1 pour 1 dans du NaCl. Donc, en pratique, qu'est-ce qu'on fait? On prend une perf de 250, on retire, alors c'est à la louche, hein, on n'a pas besoin de mesurer 66,7 ml. Voilà. Donc, c'est bon, on retire 100 ml, là, hop, on rajoute 70 ml de G30, on shake, hop là, la petite poche de perf, et on lui branche sa petite perf en IV. Et ben, ça tombe bien, ça lui fera aussi un bolus de fluide en même temps, parce qu'il en a sûrement besoin, ce petit chien. Donc, c'est parfait, ça marche très bien. Un autre exemple avec ce petit chihuahua de 4 mois qui fait 1,2 kg et qui est présenté pour anorexie, abattement, tremblement et hypovigilance qui évolue depuis 36 heures. À l'admission, il est à 0,5 g par litre de glycémie. Lui, on décide de lui faire un bolus à 0,75 g par kilo, parce qu'on a envie de se faire chier avec les calculs. Et on décide après de lui mettre une perfusion qui est complémentée en glucose à 5%. Donc, pareil que tout à l'heure pour le calcul, 1,2 fois 0,75 g, on veut lui mettre 0,9 g de glucose. Donc, 0,9 fois 1 divisé par 0,3, ça lui fait 3 ml de G30. Donc, on prend une petite seringue de 10, on prend 3 ml de G30, on rajoute 3 ml de NaCl, on shake et on lui met ça en IV sur une quinzaine de minutes. Et pour ce qui est de sa perf complémentée, on veut faire une perf qui est complémentée en glucose à 5%. Ça veut dire qu'on veut mettre 5 g de glucose dans 100 g de soluté. Donc, si on veut 5 dans 100, on veut 5 dans 100, on a 250, donc ça fait 5 fois 250 divisé par 100. Donc, dans une poche de 250, il faut lui mettre 12,5 g de glucose. Et ensuite, on refait le même petit produit en croix et on tombe sur le résultat qui est le suivant. Ça, c'est un truc que vous pouvez retenir. Pour complémenter une poche de 250 ml à 5% de glucose, il faut mettre 40 ml de G30.
Parce que c'est pareil, hein, on n'est pas obligé de mettre 41,7 ml, c'est bon. Donc voilà, pour complémenter une poche de 250 à 5%, c'est 40 ml de glucose. Mais si on veut refaire le calcul, en fait, c'est pas très compliqué, il faut juste faire ces petits produits en croix. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, qui parle? Bon, tu réponds à ma question. Elodie est vaguement intervenue, mais je crois que j'ai répondu à sa question. N'hésite pas à réintervenir au besoin. En tout cas, on prend sa poche de 250, on retire 40 ml, on rajoute 40 ml de G30, on shake et on peut lui brancher sa petite perfusion et comme ça, il reçoit du glucose. Donc voilà, c'est pas très compliqué les calculs. Des fois, ça fait quand même des gros volumes, le glucose. Donc, il faut quand même pas être étonné avec les volumes que ça fait. Comme tout à l'heure, le chien, il fallait quand même lui passer un bolus de presque 70 ml. Et pourquoi pas le G5? Eh bien, pourquoi pas le G5? On se rappelle que la répartition des ions dans la cellule, elle est, comme c'est expliqué ici, en intracellulaire, on a le potassium essentiellement, et en extracellulaire, on va avoir le sodium et le chlore là, qui suit toujours son pote, donc il sert un peu à rien. Et les mouvements d'eau, ils vont être liés au sodium. Et on se rappelle également de ce que c'est que l'osmolarité, qui est la tonicité du fluide, qui est le nombre de particules osmotiquement actives par litre de solution, et qui c'est qu'on retrouve ici? Le sodium. Si on calcule l'osmolarité plasmatique, c'est 2 fois la concentration de sodium, plus le sucre, plus l'urée. Et donc, ensuite, l'eau va aller du milieu le moins osmotiquement actif vers le milieu le plus osmotiquement actif. Donc, ça, on l'avait vu dans la conf fluido que j'avais fait l'autre jour. Si jamais on a un isotonique, eh bien, les mouvements d'eau vont se faire de manière normale entre l'extra et l'intracellulaire. Si on perfuse un hypertonique, eh bien, il va y avoir plus de molécules osmotiquement actives à l'extérieur de la cellule, donc l'eau va sortir de la cellule et on provoque une déshydratation cellulaire. Au contraire, si on perfuse un hypotonique, eh bien, il va y avoir plus de molécules osmotiquement actives à l'intérieur de la cellule et donc l'eau va rentrer dans les cellules et provoquer un œdème cellulaire, voire une lyse cellulaire. Or, si on regarde la composition de notre petit G5, notre poche de G5 qu'on déteste, qu'on bannit, n'est-ce pas? Son osmolarité, elle est équivalente à celle du plasma, sauf qu'en fait, elle ne possède ni Na ni Cl et que l'osmolarité est uniquement due à la présence de glucose. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on va perfuser ça? Le glucose, il est métabolisé et il reste uniquement de l'eau libre avec une osmolarité nulle qui est donc très hypotonique. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On a un risque déjà d'hyponatrémie parce qu'on va diluer énormément notre plasma et on va provoquer une entrée d'eau en position intracellulaire, donc un œdème cellulaire et notamment un œdème neuronal. Rappelons que les neurones sont déjà en train de souffrir de leur hypoglycémie. Si en plus on leur file un œdème, ils ne vont pas être bien frais. Donc, on ne veut pas utiliser de G5 pour ces raisons-là. Accessoirement, je me suis amusée à faire le calcul de tout à l'heure pour le chien de 20 kg. Si on voulait lui perfuser 1 gramme de glucose, combien ça ferait en volume avec du G5? Eh bien, figurez-vous que ça nous fait un bolus de 400 ml de G5. Donc, c'est vraiment pas très pratique. Donc, vraiment, pas de G5. Voilà. Hein, c'était le... Mais bon, je pense que maintenant, tout le monde a compris qu'on n'aimait pas le G5 en urgence. Je vous ai remis ici, pareil, un petit tableau récapitulatif des trucs qu'on peut utiliser pour corriger les hypoglycémies. Alors, attention, dans le tableau, vous allez voir le mot corticoïde. Je vous déconseille d'utiliser les corticoïdes pour traiter vos hypoglycémies classiques. Généralement, on va les utiliser dans des situations très particulières, notamment lors d'insulinome, puisque la correction par bolus de glucose dans ces cas-là provoque un effet délétère avec des hypoglycémies rebonds. Mais en tout cas, dans la vie de tous les jours, non. Voilà pour l'hypoglycémie. Et maintenant, on va voir l'hyperglycémie. Ça va pour l'hypo? Pas de questions particulières? Alors, l'hyperglycémie, on va la retrouver aussi régulièrement chez des patients en urgence en soins intensifs. Ça peut être des découvertes fortuites ou ça peut être associé à des signes cliniques. Et malheureusement, dans un certain nombre de cas, c'est un facteur pronostic négatif. Donc, c'est important aussi de détecter ces hyperglycémies. La symptomatologie de l'hyperglycémie, eh bien, essentiellement, ça va provoquer une PUPD. Pourquoi? Parce qu'on a donc cette glucosurie lorsque le seuil de réabsorption du glucose au niveau des tubes contournés proximaux est dépassé. Donc ça correspond à peu près à
1,8 g par litre de glycémie chez le chien et 3 g par litre de glycémie chez le chat. Donc, au-delà de ces valeurs, vous êtes sûr de retrouver une glucosurie. Et donc, cette présence de glucose dans les urines va faire un appel d'eau, va faire une diurèse osmotique qui provoque une polyurie et donc, secondairement, une polydipsie. C'est pour ça que ces animaux sont en polydipsie. Vous pouvez avoir des changements de comportement, notamment lorsque ça arrive de manière assez brutale, des troubles neurologiques, voire aller jusqu'au coma. Et puis, lorsque c'est un animal qui est en hyperglycémie de manière chronique, on va retrouver les symptômes du diabétique, notamment une perte de poids associée à une polyphagie, ce qui est important. Ce n'est pas une perte de poids avec perte d'appétit. Une léthargie, une hépatomégalie, on peut avoir des cataractes, des choses comme ça. Le diagnostic différentiel. Alors, on va avoir tout ce qui est hyperglycémie de stress. Ça, je pense que c'est quasiment la majorité des trucs qu'on va avoir, nous, puisque quand on consulte l'animal, encore à domicile, je pense que c'est un peu moins pire qu'à la clinique, mais quand même, vous allez en avoir. Les animaux sont en état de stress. Ils vont donc relarguer des catécholamines qui vont faire monter la glycémie. Et ces hyperglycémies de stress, elles se situent généralement entre 2 et 4 grammes par litre. Si vous êtes à 7 grammes de glucose, il y a sûrement un problème, hein. C'est très très fréquent chez le chat, c'est théoriquement possible chez le chien, mais c'est quand même vraiment anecdotique. Et puis, l'hyperglycémie de stress, on va la retrouver aussi dans les cas de stress métabolique chez l'animal qui est malade et notamment en état relativement critique, pour plusieurs raisons. Il va y avoir notamment un relargage massif de catécholamines qui va également monter cette glycémie. Ça se retrouve très bien chez le trauma crânien. Il y a des belles études sur le trauma crânien qui montrent qu'on a des hyperglycémies dans les traumas crâniens. C'est un facteur pronostic négatif et la sévérité de l'hyperglycémie est en lien avec la sévérité du trauma crânien. Également, lorsqu'on a un animal en état critique et qu'il présente une hyperglycémie, ça va être à l'origine d'une déshydratation à cause de la diurèse osmotique, d'une baisse de la fonction immunitaire, d'une réponse inflammatoire excessive et d'un stress oxydatif et un état prothrombotique. Donc tout ça va encore dégrader l'état de l'animal et péjore le pronostic. Donc on n'aime pas du tout avoir des hyperglycémies sur des patients critiques. Après, dans les autres choses qu'on va retrouver au niveau du diagnostic différentiel des hyperglycémies, évidemment, on a le diabète sucré, qui a un manque absolu ou relatif en insuline. On reverra quelques diapos dessus après. On a aussi l'obésité qui peut provoquer une résistance périphérique à l'insuline. Ça, c'est les mécanismes aussi qu'on retrouve très bien chez l'homme. Après, on va avoir tout ce qui est hormones qui antagonisent l'insuline, notamment les glucocorticoïdes dont on a rapidement parlé tout à l'heure dans la prise en charge possible des hypoglycémies. Et bien là, forcément, c'est des médicaments qui sont hyperglycémiants. Alors, si on donne des corticoïdes, mais ensuite, les animaux qui sont en hypercorticisme, donc qui ont un Cushing, sont très souvent aussi en hyperglycémie. Les œstrogènes vont avoir cet effet-là. Donc, soit quand on donne des œstrogènes, soit une chienne en diestrus peut présenter une hyperglycémie. Et puis, très rare, mais possible aussi, lorsqu'on a un hypersomatotropisme, donc un excès d'hormones de croissance, on peut également se retrouver en hyperglycémie. Les autres choses, c'est évidemment si on est en postprandial, si notre animal reçoit une nutrition parentérale ou s'il reçoit des fluides glucosés, évidemment, il peut se retrouver en hyperglycémie. De nouveau, un petit tableau récapitulatif ici, si vous le souhaitez. La physiopathe du diabète sucré, parce que finalement, il y a quand même beaucoup de cas. Bon, si on met les hyperglycémies de stress de côté, il y a beaucoup de cas où on va quand même se retrouver sur des cas de diabète. Le diabète, c'est quoi? C'est un déficit relatif ou absolu en insuline. Donc, on a une diminution de l'utilisation du glucose, des acides aminés, des acides gras par les tissus, puisque tout ça est lié à la fixation de l'insuline sur son récepteur. On va avoir d'autre part une augmentation de la glycogénolyse et de la néoglucogénèse hépatique. Pourquoi il y a ça? Parce qu'en fait, les cellules sont en stress. Le glucose ne rentre pas dans les cellules. Donc, il y a un déficit énergétique au niveau des cellules qui sont donc en demande et qui vont provoquer une accentuation de la glycogénolyse et de la néoglucogénèse pour faire monter le glucose, sauf qu'en fait, elles ne sont toujours pas capables de le recevoir en position intracellulaire. Et donc, on a une hyperglycémie alors que les cellules sont en état de manque de glucose. Et en fait, c'est le serpent qui se mord la queue.
On a également, on l'a déjà dit, un dépassement des capacités de réabsorption tubulaire du glucose. Donc, on se retrouve avec une diurèse osmotique et une PUPD. Et on l'a dit, on a une balance énergétique qui est négative. L'organisme est toujours en demande de glucose. Donc, il va mettre en place un certain nombre de mécanismes, comme notamment le catabolisme protéique et lipidique, pour toujours essayer de récupérer de l'énergie. Et donc, c'est pour ça que ce sont des animaux qui vont fondre, qui vont perdre leur gras, qui vont perdre leurs muscles, et qui vont manger comme des ogres. Et en fait, ça part nulle part, puisque c'est juste, ils sont en hyperglycémie et ils ne sont pas capables d'utiliser ce glucose. Le diabète sucré en urgence, plusieurs cas de figure qui vont se présenter à nous. Soit on arrive sur un animal qui n'est pas diagnostiqué, avec peut-être des symptômes qui vont être évocateurs ou pas, mais en tout cas, il n'était pas connu diabétique jusque-là. Soit c'est un animal qui est connu diabétique et qui fait, c'est pas vraiment forcément en rapport avec son diabète en tant que tel, en tout cas pas forcément en rapport avec sa glycémie, mais il fait une pathologie concomitante, notamment par exemple une cystite bactérienne, parce qu'on sait qu'ils sont prédisposés à ça du fait de la présence de sucre dans les urines, ou alors il fait un problème qui n'a rien à voir avec son diabète. Ça, c'est possible aussi. Ou alors on a un animal qui est diagnostiqué diabétique, qui est traité et dont le traitement n'est plus adapté. Donc soit il a un surdosage en insuline, donc il fait des hypoglycémies, il peut faire des effets somogie aussi, on va revoir ça juste après. Soit il est sous-dosé en insuline et on a une reprise des symptômes de diabète. Donc nous, animal diabétique, on peut se retrouver un peu dans tous ces cas de figure. Quoi qu'il en soit, si l'animal il est connu diabétique, faites une glycémie, hein. Même si c'est pas forcément pour ça qu'il consulte, ça peut quand même avoir un lien. Donc faites quand même une glycémie. En tout cas, ce qui est très 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 important, c'est qu'en urgence, si on a une hyperglycémie et ou une glucosurie isolée, c'est-à-dire que là maintenant tout de suite, je découvre sur un animal qui est non connu diabétique une hyperglycémie et ou une glucosurie, ce n'est pas un diagnostic de diabète. Donc il n'est pas question en urgence sur une valeur unique de glycémie de commencer un traitement à l'insuline, ce serait une aberration. Malheureusement, parfois c'est le cas, et une valeur n'est pas un diagnostic de diabète. Ça, c'est vraiment très important. L'effet somogie, je ne sais pas si ça parle à tout le monde ou pas, et je l'ai quand même remis parce que moi, je trouve que j'en vois quand même de temps en temps des effets somogie, donc il faut savoir ce que c'est et savoir le suspecter et pas tomber dans le piège justement de l'effet somogie. Donc, qu'est-ce qui se passe lors de l'effet somogie? On a un animal qui est diabétique, qui reçoit une insulinothérapie qui est trop importante. Donc, dans la première phase, qu'est-ce qui se passe? On va avoir une chute rapide et excessive de la glycémie jusqu'à atteindre des valeurs, là c'est en grammes par litre au niveau de l'échelle, donc on va atteindre des valeurs, vous voyez, qui sont beaucoup trop basses. On a donc des symptômes qui apparaissent qui sont en lien avec cette hypoglycémie, une agitation, une léthargie, une polyphagie, ça peut même aller jusqu'aux troubles neurologiques si l'hypoglycémie est vraiment sévère. Et donc le corps va mettre en place des mécanismes compensatoires, notamment synthèse d'adrénaline, c'est le plus rapide, et dans un second temps, cortisol, glucagon, hormones de croissance, tout ça se fait au niveau du système nerveux central qui a détecté l'hypoglycémie qui s'est mise en place. Du fait de la synthèse de tout ça, l'hypoglycémie, elle se corrige et en fait, on va avoir une remontée complètement excessive de la glycémie jusqu'à une valeur très importante de glycémie. Donc là, vous voyez, le chat, il est à 4 grammes, 4 grammes 5. Donc pour un diabétique, c'est pas top. Ça veut dire qu'il n'est pas très bien équilibré. Donc, comment on est remonté jusque-là? Il y avait mise en place, donc synthèse de tout ce qu'on a dit, cortisol, adrénaline, etc. Et donc, tout ça, ça provoque une néoglucogénèse, une glycogénolyse et une résistance périphérique à l'insuline. Donc, tac, on remonte. Et arrivé là, qu'est-ce qui se passe? Forcément, on est en hyperglycémie assez sévère. Donc, on va avoir réapparition des symptômes d'hyperglycémie et notamment de la PUPD, qui est souvent un signe clinique que les gens vont surveiller à la maison lorsqu'ils ont un animal diabétique. Et c'est là que se situe le piège, parce que si on interprète les symptômes qui se passent ici, on a l'impression qu'on a un animal qui est diabétique, qui n'est pas bien traité, avec reprise des signes de diabète. Donc ça veut dire quoi? Il ne reçoit pas assez d'insuline. Donc on va lui monter sa dose, sauf qu'en fait, il a déjà une dose trop importante. Et si on monte sa dose, qu'est-ce qui se passe? Il va mourir. Donc il faut vraiment bien repérer ça pour ne pas tomber dans ce piège et ne pas monter la dose sur ces chats-là. Dans ce genre de cas, ce qui est très important, c'est de réaliser une courbe de glycémie pour se rendre compte de ce nadir qui est trop bas, qui intervient trop vite, trop fort sur ces chats, avec ensuite une remontée de la glycémie qui est trop importante. Ça, c'est une courbe qu'on veut
chez un diabétique. C'est une courbe plutôt normale. Donc, on descend beaucoup moins bas et on remonte beaucoup moins haut. Donc, si vous intervenez sur un animal où vous suspectez un effet somogie, ce n'est pas vous qui allez rester toute la nuit faire une courbe de glycémie. Par contre, il faudra en parler aux gens et recommander ça pour rééquilibrer le traitement. Éventuellement, quand on est à la clinique, on peut faire des courbes de glycémie. Donc, en urgence, une hyperglycémie isolée chez un diabétique traité, ça ne veut pas dire sous-dosage en insuline. Donc, on n'augmente jamais la dose d'insuline en urgence. On ne meurt pas d'une hyperglycémie, a priori, enfin, sauf cas exceptionnel. Par contre, ce chat-là qui fait un effet somogie, vous lui montez sa dose, il va mourir d'une hypoglycémie. Donc, en urgence, on ne monte pas la dose d'insuline. Donc ça, c'est ce que je vous ai mis. Vraiment, il peut vraiment mourir de cette hypoglycémie, donc on ne le fait pas. On recommande la réalisation d'une courbe de glycémie chez le vétérinaire traitant si on a un doute sur cette insulinothérapie. Et ça, c'est important aussi, c'est qu'on peut être amené à avoir des patients qui étaient plutôt bien équilibrés. Et puis là, ça part en sucette, on arrive, ils sont en hypo, en hyper, en machin. Des fois, il vaut mieux faire stopper transitoirement l'insuline, tout de suite les renvoyer chez leur vétérinaire traitant pour qu'ils réajustent, peut-être qu'ils fassent une courbe, etc. Ou alors, des fois, admettons, vous le voyez le soir, il a fait une hypoglycémie ou alors vous suspectez un effet somogie ou je sais pas quoi, pour la dose du lendemain matin, vous leur dites non, vous la faites pas et dès demain vous êtes chez votre véto et vous voyez. Par contre, si vous les voyez le samedi soir ou le dimanche matin, où là il peut déjà y avoir plus de temps, ils peuvent rater la dose suivante et peut-être reprendre seulement à 50% les doses d'après. Parce que c'est vrai que c'est pas très bon non plus pour un animal qui est traité depuis longtemps de le faire complètement arrêter d'un coup son insulinothérapie et pendant quelques jours, puis ensuite il va reprendre. Enfin, c'est un peu, il faut essayer de pas trop faire le yo-yo. Donc des fois, on peut leur dire de diminuer de 50%. Comme ça, vraiment, on prend pas trop de risques. Mais quand ils font des hypoglycémies post-traitement ou des effets somogie, il faut quand même stopper l'insulinothérapie. Et bon, là, il n'y a pas de bonnes règles. Chaque cas est différent. C'est vous qui sentez à la maison comment ça se passe également. Et puis après, donc ça, c'était simplement le diabète sucré. Ensuite, on a ce qui va être les diabètes compliqués. Donc, on a le diabète acidocétosique et on a le diabète hyperosmolaire. Alors, je n'ai pas développé le diabète hyperosmolaire. C'est super compliqué et c'est quand même rare qu'on soit dans ces situations-là. Donc, par contre, j'ai parlé du DAC, donc le diabète acidocétosique, parce que là, c'est vraiment une complication qu'on peut avoir. Ce n'est pas si fréquent, mais ça arrive et qui met vraiment en jeu le pronostic vital. Donc là, il faut aller vite. C'est caractérisé par une hyperglycémie et une glucosurie, ça évidemment, mais surtout la présence de corps cétoniques, donc soit dans le sang, soit dans les urines. Et on a également, lorsqu'on peut mesurer les gaz du sang, on a une acidose métabolique avec un ion gap augmenté. La physiopathie du diabète acidocétosique, c'est généralement un animal qui est diabétique, connu ou pas encore, et qui va développer une pathologie concomitante à son diabète sucré, qui va être à l'origine de changements hormonaux majeurs. Donc ça, c'est vraiment la très, très, très grande majorité des cas. Il faut toujours chercher une pathologie concomitante lorsqu'on est face à un DAC. Chez le chien, ce qu'on va retrouver le plus, c'est les pancréatites, les infections du tractus urinaire, l'hypercorte et des néoplasies, quelles qu'elles soient. Donc ça, c'est ce qu'on va retrouver le plus. Chez le chat, on va retrouver les lipidoses hépatiques, les cholangiohépatites, les pancréatites, toutes ces formes d'infections virales ou bactériennes, également les néoplasies. Et après, ils peuvent être très créatifs, donc ensuite, ça peut encore être d'autres choses. Cette pathologie concomitante, elle va déclencher la sécrétion d'hormones contre-régulatrices de l'insuline, notamment du glucagon, des catécholamines, du cortisol, de l'hormone de croissance, etc. Et comme on se retrouve déjà dans un contexte de diabète avec un manque absolu ou relatif en insuline, on va avoir une exacerbation de cette hyperglycémie, une augmentation du catabolisme des graisses et des protéines, et surtout, va se mettre en place un phénomène de cétogénèse. La combinaison donc, de toutes ces hormones va provoquer, on l'a dit, une lipolyse accrue, une diminution du stockage des acides gras et une augmentation de la concentration des acides gras libres. Et c'est malheureusement ceux-là qui vont nous amener à la fabrication des corps cétoniques. Donc, je vous ai refait un petit schéma ici. Dans une situation physiologique, on a des acides gras libres qui se baladent, c'est normal. Ils vont subir une bêta-oxydation au niveau de la mitochondrie,
qui va permettre la fabrication d'acétyl-CoA. Ça doit vous rappeler des super souvenirs de prépa. Ensuite, via un transporteur, ils arrivent à un autre endroit de la cellule pour rentrer dans le cycle de l'acide citrique. Et ça permet la formation d'ATP, qui est donc l'énergie métabolisable pour la cellule. Lorsqu'on a un animal en diabète acidocétosique, il va avoir une production d'acide ghralique qui est beaucoup trop importante et accessoirement, il a un problème avec ses transporteurs. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est hyper compliqué, mais en tout cas, on ne va pas se retrouver avec suffisamment de transporteurs ici pour rentrer dans le cycle de l'acide citrique et former l'ATP. Et donc, tout cet acétyl-CoA qui est ici et qui ne sait pas quoi faire, eh ben, il va être oxydé dans la cellule et se transformer en acétoacétate, qui lui-même ensuite peut se transformer en bêta-hydroxybutyrate et en acétone. Et tout ça, ce sont les corps cétoniques. Donc voilà pourquoi notre animal en diabète acidocétosique se met à produire des corps cétoniques de manière complètement excessive. Les corps cétoniques, donc on a dit, il y en a 3. L'acide bêta-hydroxybutyrate qui est le corps cétonique majoritaire chez le chien et le chat. On a l'acide acétoacétate et l'acétone. Ce sont globalement, en tout cas pour les principaux, donc ces deux-là, des anions d'acide fort. C'est pour ça qu'on se retrouve avec une acidose métabolique à anion gap augmentée. C'est leur faute à eux. Comment on peut mesurer ces corps cétoniques? Eh bien, on peut utiliser les petites bandelettes urinaires qui ont une case corps cétonique. On peut le faire sur les urines et on peut aussi, il faut y penser, le faire sur plasma. C'est même plus fiable que sur les urines. Le seul problème à Dom, c'est que il faut du plasma. Donc, soit on a eu le temps de faire décanter un tube. Enfin, bon, c'est pas super pratique. Mais en tout cas, ça marche très bien sur le plasma. Par contre, le problème, c'est que ça ne mesure que l'acide acétoacétate et, dans une moindre mesure, l'acétone. Or, on a dit que le corps cétonique principal, c'était l'acide bêta-hydroxybutyrate. Ce qui fait qu'en fait, on peut facilement avoir un faux négatif avec la bandelette urinaire. Mais c'est déjà un début, ça ne coûte rien, ça ne demande pas beaucoup de matériel. Sinon, il existe aussi les petits appareils de mesure portatifs. Le Belua qu'on a pour la glycémie le fait aussi. Il faut juste avoir des bandelettes adaptées. Et lui, il mesure l'acide bêta-hydroxybutyrate dans le sang. Bon, actuellement, à domicile, c'est quand même relativement inutile que vous ayez ça parce qu'on va périmer toutes les boîtes de bandelettes. Mais en tout cas, sachez que c'est possible. Le diabète acidocétosique va également provoquer un grand nombre de désordres électrolytiques et acido-basiques. Donc hyponatrémie, hypochlorémie, hypocalcémie ionisée, hypokaliémie, hypophosphatémie et hypomagnésémie. Donc là, il n'a plus rien dans son sang globalement. Pourquoi? Parce qu'à cause de sa glucosurie et de sa diurèse osmotique, il va y avoir une perte d'électrolytes majeure au niveau des urines. Et également, comme cet animal il perd beaucoup d'eau et qu'il est en hypovolémie, il va y avoir un relargage d'ADH qui va provoquer une rétention d'eau libre au niveau plasmatique qui va diluer les pauvres ions qui restent. Et puis, on l'a dit, on se retrouve en acidose métabolique à anion gap augmenté avec accumulation d'acide bêta-hydroxybutyrate et d'acide acétoacétate. La présentation clinique d'un animal en DAC, c'est souvent quand même des patients qui ne sont pas connus diabétiques au moment de la consultation parce que l'insuline protège quand même de l'apparition d'un DAC. Donc, un animal qui est traité, il peut faire un DAC, mais c'est quand même plus rare. Donc, souvent, c'est des animaux qui ne sont pas diagnostiqués diabétiques, qui ont un diabète qui évolue et les gens ne font pas forcément trop attention. Et puis, à un moment, ça part en cacahuète. Il a une maladie concomitante qui se met en place et il part en DAC et c'est là qu'on le diagnostique. Donc, on va souvent avoir des animaux qui sont décrits comme abattus léthargiques, qui sont anorexiques, qui perdent du poids et qui sont en PUPD, donc ça c'est en lien avec leur diabète qui était là avant, et ils présentent souvent des troubles digestifs. À l'examen clinique, on a généralement des animaux qui sont en très mauvais état général et avec une présentation clinique relativement grave, voire extrêmement grave, en choc hypovolémique, déshydraté. Ils sont maigres, voire cachétiques chez le chat. Par contre, le score corporel peut être plutôt... ça peut tout être chez le chien. On peut avoir des animaux obèses, des animaux normaux ou des animaux maigres. On va retrouver des signes classiques de diabète comme la plantigradie chez le chat. Et selon la pathologie concomitante, on peut avoir une douleur abdo, une organomégalie, un ictère, des anomalies dermato, ophtalmo, etc. Donc là, c'est très, très variable. Et c'est des animaux qui peuvent arriver carrément en décubitus en coma, vraiment. Ils peuvent être sur des présentations cliniques extrêmement, extrêmement graves.
Le diagnostic, eh bien, normalement, on essaye d'avoir de manière concomitante des signes cliniques compatibles, une hyperglycémie persistante, une glucosurie, une cétonémie ou une cétonurie. Et puis, si on peut faire les gaz du sang, eh bien, on a une acidose métabolique avec diminution des bicarbonates. Le traitement du diabète acidocétosique, là, il faut vraiment commencer à la maison. C'est hyper important parce qu'ils sont en état de choc pour la plupart. Donc, petit rappel très rapide. Donc, on va évaluer la volémie de manière clinique et paraclinique, donc avec notre examen clinique, avec les 6 paramètres de la volémie qu'il faut bien maîtriser. Et puis également avec la lactatémie. Donc ça, il ne faut pas hésiter à faire des lactates sur ces animaux-là et suivre lorsqu'on va corriger la volémie. Donc, si votre animal il est en hypovolémie, eh bien, il faut absolument faire une réanimation liquidienne. Et là, on n'a pas le choix, il faut que ça passe par voie IV, éventuellement intra-osseuse pour ceux qui ont envie de se chauffer. Mais en tout cas, il ne faut pas faire du sous-cut sur un animal comme ça. Il a besoin vraiment de fluide au niveau du secteur vasculaire. Donc, on réalise son bolus de fluide, on réévalue notre animal au niveau clinique et paraclinique, et si besoin, on réitère les bolus. Bon, là, je ne vais pas développer plus, CF la conf sur la fluido. En tout cas, c'est vraiment hyper important. La première prise en charge du diabète acidocétosique, c'est la fluido. Il faut vraiment commencer par ça pour corriger donc l'état de choc, et surtout, ça va déjà modifier la glycémie parce qu'en fait, ça va la diluer aussi. Pour le choix du fluide, si jamais on a eu un iono, on en profite pour voir, mais globalement, on peut s'attendre à ce qu'il soit en hypo-tout. Donc, peu importe, souvent, on va mettre du NaCl 0,9 quand même sur ces animaux-là. Si jamais ils sont vraiment en hyponatrémie très sévère, des fois, il ne faut pas corriger la natrémie trop vite parce qu'on a un risque de déshydratation intracellulaire ou d'œdème cérébral lorsque les mouvements de sodium se font trop vite. Mais bon, à la maison, de toute façon, vous n'avez pas d'iono et cet animal, il a besoin de fluide. Donc, il faut lui en faire, c'est tout. Des fois, on peut aussi s'amuser à calculer le déficit en fluide, à corriger sur 24 heures quand en plus, ils sont déshydratés. Bon, une fois de plus, ça, on l'avait vu dans la conf fluido, c'est pas super adapté à la pratique du domicile. Mais si on veut en plus lui faire un peu de fluide sous-cutané, c'est possible. Et complémenter la poche en potassium, ça, dangereux quand même quand on n'a pas de iono à la maison. Ça, c'est quand même plutôt pour la clinique. Je vous ai remis quand même ici le petit tableau si vous avez envie d'avoir un tableau pour complémenter vos poches en potassium. L'insulinothérapie dans le diabète acidocétosique, elle va se faire, et ça c'est ultra important, après minimum 4 à 8 heures de fluido. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à domicile, pas question de faire de l'insuline sur un DAC. Il faut d'abord le stabiliser et super bien le perfuser avant de refaire des suivis de glycémie et de décider quand est-ce qu'on commence l'insulinothérapie. Le mieux sur ces animaux-là, c'est d'avoir un cathé central ou un cathé long périphérique pour faire des prélèvements, notamment de sang, parce qu'ils ont besoin d'un suivi qui est quand même assez régulier. Et vraiment, une fois qu'on l'a bien perfusé, on refait un bilan, on refait la glycémie, etc. Et c'est là qu'on voit est-ce qu'on débute le protocole à l'insuline. Et sur ces animaux, on va utiliser des insulines à action rapide et notamment Lactrapide. Donc, je vous ai remis ici, pareil, un protocole s'il y en a qui ont envie de s'éclater, mais ce n'est pas très adapté pour le domicile, clairement. Normalement, sur ces protocoles-là, il faut faire des suivis de la glycémie toutes les 1 à 2 heures pour réadapter le rythme des poches de perfusion et puis suivre bien sûr le ionogramme et le gaz du sang et les corps cétoniques pour voir quand est-ce qu'on arrive à sortir de ce DAC et à arrêter le protocole rapide. Je vous ai remis un petit tableau récapitulatif de tout ce qu'on peut faire sur un diabète acidocétosique. Le pronostic du diabète acidocétosique, ça dépend vachement de la maladie sous-jacente et des comorbidités et de la possibilité ou non de leur résolution. C'est sûr que si vous avez un diabétique qui déclenche un DAC sur une infection du tractus urinaire, c'est beaucoup plus facile à gérer que sur une mégapancréatite, par exemple. Parce que typiquement, c'est des animaux qu'on va avoir beaucoup plus de mal à stabiliser et avec un pronostic vital qui est beaucoup plus engagé. La mortalité, environ 30%. Alors ça, voilà, c'est dans les études, ils mettent ça. D'expérience, la mortalité est beaucoup plus élevée que ça. Ça meurt bien quand même, les DAC, c'est très chiant à stabiliser. Et en fait, le problème, c'est que même quand on arrive à les stabiliser, il y en a quand même beaucoup qui vont faire des récidives, notamment chez le chat. C'est insupportable. Quand j'étais assistante là au SIAMU, on a un chat, il a fait, je sais plus, 6 DAC dans l'année. On a fini par l'euthanasier, la propriétaire était à bout, mais c'était insupportable. Et pourtant, il était hyper bien suivi au niveau de son diabète. Enfin,
Elle ne pouvait pas faire mieux, la dame, mais c'était juste une horreur, quoi. Donc ça, c'est vrai que les récidives, bon, c'est voilà, et ça dépend une fois de plus beaucoup des maladies sous-jacentes. Ce chat-là, il avait une pancréatite chronique, donc c'est sûr que on s'en sort pas, quoi. Et chez les chiens, je trouve ce qui est dur, c'est vraiment les pancréatites et puis le Cushing en parallèle aussi. Des fois, ils ont les trois. C'est bien aussi. Mais voilà, ça peut être un petit peu compliqué. Et en fait, il faut quand même bien expliquer aux gens tout ça. Le pronostic, il reste réservé tant qu'on n'a pas réussi à les stabiliser. Et il faut s'attendre à un coût pour stabiliser l'animal qui peut être assez important. Avec des hauts et des bas, c'est pas toujours évident. En conclusion, donc, pour tout ça, quand est-ce qu'on va dégainer son glucomètre? Parce qu'au final, le but, c'est quand même ça, c'est que vous avez des petits appareils à domicile, il faut les utiliser. Il y en a beaucoup qui ne les utilisent pas assez, pas au maximum de leur potentiel, et vous pourriez tirer beaucoup d'informations de tout ça, et donc augmenter la qualité de vos soins. Donc, sur tous les traumas, vous pouvez faire une glycémie. Ça fait partie de ce qu'on appelle le minimum database, où on va mesurer notamment glycémie, lactate, si on peut urécréate, et hématocrite, protéines totales. Donc vous ne pouvez pas faire tout ça à domicile, mais vous pouvez quand même faire glycémie, lactate, hémoglobine à défaut de l'hématocrite, et la créate, même si vous n'avez pas l'urée à côté. Donc vous pouvez quand même faire à domicile un minimum database sur tous les traumas. Très grosse importance dans le trauma crânien, on l'a vu, ou particulièrement dans ces cas-là, ça a une valeur pronostique extrêmement importante. Chez tous les patients pédiatriques ou les rastoïs qui vous font des symptômes, quels qu'ils soient, il ne faut pas hésiter à mesurer la glycémie. Dès que vous avez un animal qui présente des symptômes neurologiques, qui soient en hypo, une hypovigilance, un abattement très important, voire un coma, ou lorsqu'il fait des crises convulsives, qui peuvent être soit, l'hypoglycémie peut être soit la cause, soit la conséquence des crises convulsives. Dès que vous avez des symptômes qui sont compatibles avec un diabète, alors notamment, on voit pas mal chez le chat, perte de poids avec polyphagie. Je ne l'ai pas mis là aussi, mais tout patient qui est diabétique, que vous consultez pour une raison X ou Y, il faut quand même vérifier sa glycémie. Est-ce que son problème est en lien ou pas avec son diabète? Et bien, le mieux, c'est quand même de vérifier tout ça. Et après, en fait, il y a aussi encore beaucoup d'autres cas sur lesquels vous pouvez faire des glycémies. Tous les patients qui sont très malades, ils ont le droit d'avoir leur glycémie. Donc, n'hésitez pas à dégainer votre glucomètre. Et ce qu'il faut bien se rappeler pour l'hypoglycémie, le diagnostic, il est facile et rapide. Par contre, ce n'est pas toujours très facile et rapide de comprendre pourquoi il est en hypoglycémie. Par contre, la prise en charge, c'est facile. En urgence, un bolus de glucose, ça, tout le monde peut le faire et ça peut vraiment sauver la vie de l'animal. Pour l'hyperglycémie, c'est parfois un petit peu plus difficile de savoir quoi faire. On ne se jette surtout pas sur un diagnostic de diabète. On ne commence pas d'insulinothérapie en urgence, vraiment. On n'hésite pas à penser à l'analyse urinaire, au dosage des corps cétoniques si besoin. Il faut privilégier les suivis de glycémie. Donc ça, bon, à domicile, une fois de plus, ce n'est pas forcément adapté, mais voilà. Mais c'est pareil, si vous avez un animal qui est fortement en hypo et que vous complémentez, n'hésitez pas à faire un contrôle après pour vous assurer que c'est corrigé. Et l'insulinothérapie en urgence sur les diabètes compliqués, c'est seulement après fluidothérapie. Donc, il n'y a aucune bonne raison, lorsque vous consultez ADOM, de faire de l'insuline sur un DAC. Vous, votre but, c'est de commencer la fluido, les traitements de soutien en fonction des symptômes qui sont présents, et de, si possible, de le référer, parce que par contre, un DAC, il a besoin d'être hospitalisé. Voilà, est-ce que vous avez des questions ? Alors moi, j'ai une question qui m'est venue quand tu parlais des symptômes du diabète acidocétosique. En fait, ça recoupe pas mal les symptômes d'un chat insuffisant rénal. Enfin, à domicile, comme ça, on arrive, il est desséché, il est un peu en état de choc, Et qu'est-ce qui peut permettre de se dire c'est plutôt l'un ou plutôt l'autre? Je pensais à ta diapo d'après avec ton chat complètement desséché, mais ouais, ouais, voilà. Alors, je répète la question du coup pour ceux qui sont là. Elodie nous dit que dans la présentation clinique du diabète acidocétosique, ça peut quand même facilement être confondu avec un insuffisant rénal. Comment on fait pour faire un peu la différence? Le chat tout maigre, tout sec et tout. Alors déjà, la grosse différence, c'est la polyphagie. Sur un insuffisant rénal chronique, normalement, tu vas avoir une perte d'appétit associée. Il n'y a aucune raison qu'il soit en polyphagie. Au contraire, le diabétique qui est non traité a normalement un appétit conservé, voire un appétit augmenté. Donc ça, déjà, au niveau du questionnement, ça peut te permettre de faire la différence entre les deux. Malgré tout, des fois, tu n'as pas de boule de cristal, donc tu vas faire ta glycémie, tu vas faire ta créate,
et puis tu vas voir ce qu'il en est. Mais c'est sûr que sans poser de questions aux gens, physiquement comme ça, je suis complètement d'accord avec toi que oui, la vieille croûte toute sèche, là, toute maigre et tout, carrément un profil d'insuffisance rénale, mais par contre, normalement, tu vas pas avoir au niveau de l'anamnèse, tu vas pas avoir les mêmes réponses des propriétaires. Ça, c'est pareil, tu vois, PUPD, ça, tu peux l'avoir aussi sur l'un comme sur l'autre. Mais normalement, vraiment, la prise d'aliments est différente. La plantigradie, c'est pareil, tu n'as pas de raison d'avoir une plantigradie sur Oui, ça, un la MRC. plantigradie, j'aurais pensé au diabète, mais c'est vrai que sur le reste, bon, après, c'est finalement assez rare que les gens me disent que le chat mange beaucoup. Ça m'est déjà arrivé, mais c'est pas très fréquent. Après, elle dit que c'est rare que les gens disent que le chat mange beaucoup. Après, par contre, ils peuvent te dire qu'ils mangent plus beaucoup. Ça, souvent, voilà. Mais bon, après, de toute façon, même s'ils savent pas répondre, c'est simple, hein, tu vas faire tes 2 valeurs et puis tu vas voir, hein, tout simplement, hein. Ouais, donc toi, tu systématiserais sur les vieilles croûtes. En gros, c'est glycémie créate et ça permet de trancher un peu. Ah ça me choque pas, ouais, de faire glycémie créate sur les vieilles croûtes, ouais. Ok. Tout à Et fait. s'il y a rien, après, Ah, je t'entends plus. Ouais, désolée. S'il y a rien, tu penses après éventuellement hyperthyroïdie du coup? Alors effectivement, perte de poids avec appétit conservé ou augmenté, hyperthyroïdie, ça marche aussi. Donc Ok. ça peut tout à fait être ça aussi. D'accord. Je crois que Audrey avait une question. À l'école, ils disaient qu'il ne fallait pas commencer l'insuliноthérapie sur DAC tant qu'on n'avait pas résolu les déséquilibres. Alors Audrey nous dit qu'à l'école à Lyon, ils ne commencent pas l'insulinothérapie sur les DAC tant qu'on n'a pas résolu les désordres électrolytiques. Oui, tout à fait. Donc c'est pas avant 4 à 8 heures de fluido. Mais bon, je ne suis pas rentrée dans les détails de la prise en charge du DAC parce que c'est pas très adapté à notre pratique. Mais oui, tout à fait. Sur le principe. Parce que ma mère, je leur DAC, après une nuit de fluido, c'était pire en fait. Super. Donc, elle nous dit qu'elle a eu un DAC il n'y a pas longtemps à la clinique et qu'après une nuit de fluido, c'était pire au niveau de ses désordres électrolytiques. Et donc, tu n'avais pas encore commencé l'acte rapide. Ouais. De toute façon, les DAC, ça meurt. Voilà. Personnellement, c'est ma consultation détestée, le DAC. Je trouve qu'on ne s'en sort jamais. Même, par exemple, ceux qu'on avait au SIAMU, où tu es dans les meilleures conditions, je pense que tu peux avoir, ils ont un cathé central, tu peux leur prélever du sang toutes les heures pour refaire glycémie, corps cétonique, gaz du sang, iono, machin et tout, tu peux suivre vraiment top, tu as quelqu'un qui est assis devant le chat, ça marche pas. Enfin, franchement, ça prend des jours, ils finissent toujours par mourir. Il y en a quelques-uns qui finissent aux hôpitaux de médecine, puis ils meurent 15 jours après. Bon, enfin, franchement, moi, je trouve que les DAC, c'est vraiment un enfer, quoi. Mais bon, après. Ah oui, moi, je te dis, quand j'ai eu 30% de mortalité dans les études, j'étais là. Ok, ils sont très bons. Nous, on n'est pas à 30%. Ouais, c'est sûr que ça dépend vachement du stade auquel tu prends. Et si c'est un animal, tu vois, par exemple, je parlais du chat tout à l'heure qui a fait 6 DAC dans l'année, là. Lui, c'était un enfer parce que vraiment, pourtant, il était très bien traité du mieux que tu peux. On n'arrivait pas du tout à le contrôler. Si c'est juste un animal qui a jamais été traité et que juste en démarrant l'insuline et qu'il a un diabète facile, entre guillemets, que tu arrives tout de suite à contrôler tout, top, tu vois. Mais s'il arrive avec 1000 pathologies concomitantes, il est dans le fond du trou, dans le coma et tout, enfin. Peut-être que les pourcentages, ça dépend en fait de la Ouais, la pathologie concomitante joue énormément dedans. Parce qu'une fois de plus, entre un truc infectieux et une pancréatite chronique, tu t'en sors pas pareil, quoi. En tout cas, les ITU, ça fait vraiment partie des hypothèses. Donc, il faut impérativement faire une analyse d'urine sur ces animaux-là. Après, mettre des antibiotiques d'emblée, je pense pas que je le ferais, sans signe d'infection quel qu'il soit. Mais une fois de plus, ça dépend de ton cas, quoi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Des fois, foutu pour foutu. Allez, tiens, prends tes antibiotiques. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Quelqu'un a une autre question? Bon, écoutez, merci beaucoup pour ceux qui étaient en Skype d'avoir été là. Coucou à ceux qui nous regarderont en replay. Et puis, passez une bonne fin de semaine et des bonnes fêtes. Et puis, prochaine conférence normalement en janvier pour la suite de notre série de 4 conférences sur les petits appareils que vous avez à la maison.
Au revoir. Merci, au revoir.